Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à cette réunion de lancement de l'Association française de la ventilation et la qualité d'air intérieur. C'est un grand moment parce que c'est un challenge, c'est un enjeu important. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'association. Nous avons constaté, il y a déjà quelques années par le passé, qu'il y avait vraiment une nécessité de remettre à niveau la qualité des installations de ventilation. Et pour ce faire, qui d'autre pouvait prendre les choses en main que les acteurs de cette filière. Donc nous sommes réunis pour ce faire, pour pouvoir mettre en place des actions, et aussi bien donc, dans le résidentiel et le tertiaire, le neuf et la rénovation, les installations, maintenance, exploitation, et puis l'évolution des produits, l'évolution des réglementations et l'évolution des pratiques. Donc nous allons pouvoir vous présenter les acteurs de cette belle association. Donc nous avons 7 organisations professionnelles pour démarrer. Donc nous avons la CAPEB, la FADEN, la FNAS. Oui. Oui. Pour préciser les conditions techniques. On peut revenir un peu en arrière sur les règles du jeu. Les règles du jeu. Oui, tout à fait. Autant pour moi. Bien, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Donc vous avez... On donne la parole, ça sera tout de suite après. Merci d'être présent. Alors, bien sûr, vous avez l'habitude de ce genre de rendez-vous maintenant. Nous coupons les micros, on va les exposer. Les questions sont posées en priorité par les journalistes, nous sommes dans une conférence de presse. Si vous avez des questions, malheureusement le chat ne fonctionne pas. Donc je vous propose d'envoyer vos questions par mail à l'adresse secrétariat@aventilation.fr pendant les exposés. Nous les reprendrons au moment des questions, on répond. Et puis, vous pourrez poser oralement des questions à partir de il y a une petite copie. C'est 15h, on passe 15h. Merci, je te rends la parole, Pascal. Merci Hugues pour ces précisions et pour le bon fonctionnement de notre conférence. Donc je vous disais que nous avons une association de filières, donc l'ensemble des acteurs de la filière, qui sont composés de la CAPEB, de la FEDEN, de la FNAS, de la FFB, d'Uniclimat, du SNEFCA et du SINASAV. Nous avons donc la composition de l'ensemble de cette association qui s'attachera notamment, donc les grandes lignes de cette association, c'est de rassembler, de promouvoir, de communiquer, de développer, de favoriser, surtout d'agir et de s'engager. Nous avons pour la structure de l'association composée d'un conseil d'administration composé de 7 membres fondateurs ainsi que 3 membres de l'association qui sont représentés donc, par moi-même, donc Pascal Houssel qui est le vice-président de l'UMCC et la FFB en tant que président pour 3 ans de l'association, vice-président Roland Bouquet, donc président du SINASAV, vice-président Jean-Pascal Chira, vice-président de la FNAS, vice-président Jean-Claude Rancurel, président de l'UNA CPC CAPEB, de trésorier Jean-Paul Ouin, délégué général d'Uniclimat. Et nous avons pour le secrétariat animation Hugues Etchens, donc qui est notre secrétaire. Ensuite, je vais donc laisser la parole donc à Jean-Paul Ouin, notre trésorier, pour nous parler du développement des membres industriels à venir et des membres associés. Merci beaucoup Pascal. Donc Jean-Paul Ouin, Uniclimat, trésorier. Uniclimat qui s'est impliqué dans cette association comme elle le fait pour tous les métiers qu'Uniclimat représente. Jusque-là, nous avons 7 métiers dans Uniclimat et en fait, de manière structurelle, nous avons toujours voulu et souhaité avoir des associations filières, parce que les industriels entre eux, c'est très très bien, même c'est remarquable,
Et ils sont tous très très bien, mais les adhérents d'Uniclimat. Mais tout seul, en tant qu'industriel, c'est notoirement insuffisant. Il faut absolument discuter avec la filière. Et en face de chaque métier, nous avons toujours veillé à avoir un lieu de discussion, une association filière, pour travailler avec tout le monde et collectivement. Alors, je peux en citer quelques-unes. J'espère que je ne vais pas trop en oublier parce que il y en a plusieurs, mais une très connue, Énergie Avenir pour les boucles à eau chaude, l'AFPAC pour les pompes à chaleur, l'Association française du froid et la FCE également pour la climatisation, les fluides frigorigènes, Enerplan pour le solaire thermique, etc. Je peux continuer comme ça. Systématiquement, nous essayons toujours d'avoir une association filière en face du métier concerné. Et en face de la ventilation, alors même que nous avons énormément d'industriels impliqués dans la ventilation, eh bien, on n'avait pas d'association filière. Et ça fait plusieurs années qu'on essayait de promouvoir cette idée. Alors, il y avait eu une tentative qui avait débouché sur quelque chose qui existe encore à ce jour, ce qui est le club ventilation, qui existe toujours. Mais ce n'était pas une vraie association filière comme on le souhaite. Donc, dès qu'il y a eu ce mouvement pour créer cette association, Uniclimat s'est précipité et on s'est préoccupé de participer activement à la création de cette association filière. Pour l'instant, c'est une association d'associations. Nous sommes 7 et on va progressivement élargir cette assiette, puisque c'est absolument indispensable d'élargir autant que possible au plus grand nombre de participants une association filière. Donc l'étape qui va venir, qui va être de solliciter les industriels qui le souhaiteraient, parce que là pour le coup il n'y a pas d'obligation quand même, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun décide de venir ou de ne pas venir, de contribuer ou de ne pas contribuer. Mais nous allons solliciter les industriels pour qu'ils viennent participer à cette association. Et on va comme ça progressivement monter. Et à terme, je pense assez rapide, mais plusieurs mois, quand même plusieurs. Il faudra qu'on se mette d'accord, puisque c'est prévu dans les statuts, mais il faut qu'on stabilise la situation. On pourra associer, on aura des membres associés qui viendront participer également aux travaux de l'association, puisque la vocation de cette association, c'est d'associer, de faire venir tous les gens qui s'impliquent dans la ventilation et la qualité de l'air intérieur pour en promouvoir la reconnaissance. La reconnaissance, elle est effective maintenant, je pense, par les pouvoirs publics et même en général dans les journaux, dans la presse, dans l'opinion publique. Tout le monde sait qu'il y a une vraie question. Maintenant que la prise de conscience est terminée, il faut passer à l'action et matérialiser tout ceci dans des actions et des faits qui seront organisés. Et je suis sûr que l'Association française de la ventilation participera à ce mouvement très activement et très efficacement. Voilà, c'était le propos que je voulais tenir. Donc il n'y a aucune exclusive, aucune volonté d'exclusion. Tout le monde est dans la même direction sur un sujet qui fait consensus. Donc je pense que logiquement, on devrait s'en sortir. Voilà. Merci Jean-Paul. La parole est à Jean-Claude qui va nous parler des attentes de l'installation. Bonjour à tous. Donc Jean-Claude. Ah pardon, oui c'est vrai. Maintenant on est un peu habitué à porter des masques. En finalité. Alors attendez voir parce que voilà. Ça s'accroche dans mes oreillettes. C'est pas quelqu'un qui me souffle, mais j'ai un petit handicap. Donc bonjour à tous. Donc Jean-Claude Rancurel, président de l'UNA Couverture Plomberie Chauffage de la CAPEB. Donc effectivement, cette idée d'association est née au sein, Jean-Paul l'a dit, du club ventilation, devant le constat qu'en finalité, il y avait beaucoup d'installations de ventilation qui, d'une, étaient mal mises en œuvre dès le départ et deux, qui étaient mal entretenues. Et on a dit, quelques acteurs qui sont là, tous les acteurs qui sont là, qui ont fondé l'association, il dit qu'il faudrait qu'on commence par bien faire les choses. Donc, la CAPEB, très proche des artisans avec l'UMGCCP,
on dit il faudrait qu'on se réunisse et puis qu'on fasse vraiment une association de métiers, de chantiers, parce que le club ventilation ne nous apportait pas entière satisfaction, c'est peut-être pas le mot, mais on voulait faire un complément. On voulait adapter justement des outils. Alors, un bon artisan, on le sait, sur les chantiers, il a besoin de bons outils. Et là, avec l'Association française de ventilation, justement, on va œuvrer à trouver des outils. Alors, des outils pour les mettre, bien entendu, à disposition des artisans. Alors, pour le but, c'est de faire de l'excellence dans la ventilation. Sans arrêt, on dit l'artisanat, c'est l'excellence. Donc, on va essayer avec nos moyens, avec tous les acteurs qui sont là, les acteurs de la filière qualité autour de la ventilation, on va essayer de faire quelque chose pour faciliter la vie sur les chantiers, dans les entreprises, de partout. Alors, il y a plusieurs outils on va essayer à déployer. Le premier, bien entendu, c'est un constat qu'on a pu tous faire dans la vie de tous les jours, les artisans, quand ils côtoient nos clients, il y a une désinformation du client. Donc, on va informer le client parce que combien de fois on voit les ventilations arrêtées, combien de fois on voit les bouches les entrées d'air qui sont bouchées, etc., etc. Et puis, il y a également une information à passer auprès des artisans. Ça, c'est indéniable qu'il y a une prise en compte de la qualité de l'air qui est pas au rendez-vous. J'entends encore trop souvent dire les artisans, mais je comprends pas, on fait des logements étanches et puis vous, les plombiers, les électriciens, vous faites des trous partout en faisant la ventilation. Donc ça, il faudra aussi faire des outils de communication auprès de tous les artisans pour justement prendre en compte tout ce langage qu'il y a autour de la qualité de l'air et prendre en compte cette problématique. Je dirais, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? Il faut arriver à faire que, grâce à cette association, les installations que demain nous allons réaliser soient efficaces, bien réalisées, être pérennes dans le temps. Et on va voir notre ami Roland du SINASAV qui va parler effectivement de l'entretien des installations. Ça, c'est très important. Et je dirais, juste pour conclure, une phrase pour résumer, la FFV doit être l'artisan de la filière qualité autour de la ventilation des bâtiments. Merci pour votre attention. Merci Jean-Claude. Donc la parole à Roland Bouquet qui va nous parler davantage de maintenance et d'exploitation. Roland Bouquet. J'enlève mon masque. Oui. Merci Jean-Claude pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux et très fier de représenter aujourd'hui la FEDEN et le SINASAV pour participer à avec mes amis à cette belle aventure qui est donc l'Association française de la ventilation. Alors, j'ai 6 slides, on m'a dit 4 minutes, donc j'ai essayé d'être bon. Voilà. Vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, nous, le constat de nos techniciens qui interviennent sur le terrain, j'ai voulu le mettre un petit peu en image, je pense qu'on a tous rencontré ça dans les logements, eh bien, on a de l'humidité, on a de la condensation, des moisissures, effectivement. On a aussi des produits qui sont détériorés. Vous voyez, on a des photos de gaines qui passent dans les combles. Également, et ça, on le voit très souvent, par un manque d'entretien, des réseaux qui sont complètement encrassés, voire même bouchés. Donc, pour rien vous cacher, nous, on intervient donc chez les clients, dans les maisons individuelles et dans les immeubles. Et je crois que, voilà, on peut nous croire parce que, avec 14 millions d'interventions par an, je peux vous dire qu'on en voit des vertes et des pas mûres. Alors, vous me direz quel lien, et Jean-Claude Rancurel a commencé à en parler, quel lien entre finalement la maintenance et la qualité de l'air intérieur dans les logements. Alors, au SINASAV, on avait été à l'initiative
en 2017 d'un séminaire entre nous, un séminaire de réflexion, où on avait fait venir effectivement le professeur Isabelle Roussel pour nous parler, je dirais, de l'impact sur la santé des problèmes de qualité d'air intérieur dans les logements. Avec derrière, on verra après des chiffres, et puis dans la foulée, en 2018, en septembre, je crois, 2018, eh bien, nous avons aussi été à l'initiative d'une étude nationale, SINASAV, donc enquête BVA, pour faire en fait un état des lieux de la qualité de l'air intérieur dans les logements des ménages français, pour connaître un peu plus leurs pratiques en matière d'entretien de ventilation. Et donc, alors, concernant effectivement je crois que Pascal, notre président, nous l'a rappelé en tout début. Je crois que voilà, aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment un réel enjeu de santé publique. Bah, voilà, il en est ressorti par le professeur qui était venu nous présenter les chiffres, bah, que l'air intérieur, vous voyez, est jusqu'à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Il est la cause, c'est la cause de plus de 20 000 décès directs chaque année. Bien sûr, des pathologies comme l'asthme, les rhinites, etc., qui ont été multipliées par 4 en 30 ans. Donc un coût global pour la collectivité qui a été chiffré par une étude à 20 milliards d'euros par an. Donc, fort de ce constat, eh bien, nous avons donc décidé, je vous le rappelais tout à l'heure, de procéder à une enquête SINASA pour vraiment prendre la température des Français sur leur système de ventilation. Et ben, en fait, il en ressort des chiffres qui sont pas très, très positifs. En l'occurrence, vous voyez, le Français, il se dit, à près de 80%, il estime que son air, dans son logement, une fois qu'il a fermé la porte de son appartement ou de sa maison et ses fenêtres, eh bien, il n'y a pas de problème, sa qualité d'air est bonne. Pratiquement un Français sur 2 ne connaît pas le type de système de ventilation dans son logement. Voilà. Donc je crois que, bon, alors vous retrouverez cette présentation qui vous sera bien sûr envoyée avec quelques chiffres clés, mais je trouvais que c'était important, je pensais que c'était vraiment important de rappeler le contexte. Alors, eh bien, comment demain améliorer la qualité de l'air dans les logements? Je crois que ça va être le rôle de cette belle association avec des actions, on en a parlé, à mettre en place. Donc on va ouvrir des groupes de travail, on va pouvoir, en tout cas au niveau de la maintenance, nous et la FEDEN, y contribuer, vraiment. Alors, on a plusieurs pistes, comme par exemple sensibiliser les occupants sur les enjeux. On l'a vu dans le sondage. Je pense que les gens ne connaissent pas assez leur système de ventilation, donc les sensibiliser à la maintenance, bien sûr, régulière de leur système. En qualifiant, je crois qu'on en a parlé aussi un petit peu, il va falloir qualifier, former des techniciens pour ces interventions sur la ventilation. Et puis, ça c'est important, c'est un axe aussi prioritaire, c'est faire évoluer la réglementation pour demain la rendre obligatoire, rendre l'entretien des VMC obligatoire. Proposer des outils, je crois que Jean-Claude en a parlé aussi, des contrats d'entretien, des attestations d'entretien, des aides au diagnostic. Et puis enfin, je pense qu'il faut aussi pouvoir, en clientèle, mesurer la qualité d'air dans les logements pour faire prendre conscience à l'occupant de sa qualité d'air. Voilà, en tout cas, vous voyez, plein de bonnes choses, du pain sur la planche. Et en tout cas, voilà, je pense que c'est un message important et une belle unité, en tout cas, cette association. Merci. Merci Roland. Nous allons passer la parole à Jean-Pascal Chira, qui va nous parler un petit peu plus d'économie, des marchés. Est-ce
qu'on peut attendre dans un avenir proche? Tu as la parole, Jean-Pascal. Merci, bonjour à tous. Jean-Pascal Chérat, donc je représente la FNAS, la Fédération des négociants d'appareils sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation. Et donc nous sommes penchés sur l'aspect économique, sur ce qu'on peut appeler les enjeux économiques du marché de la ventilation. Alors déjà, je voudrais les rappeler, même s'il y a encore des progrès à faire, nous sommes dans un contexte réglementaire qui est plutôt favorable. Un plan climat, le plan de rénovation énergétique des bâtiments, la loi Elan, le décret tertiaire, les directives européennes, le plan de relance post-Covid. Voilà, tous ces différents dispositifs favorisent la mise à niveau des équipements de ventilation et aussi la recherche de performance pour répondre en fait à 3 objectifs. C'est important de se les rappeler: l'efficacité énergétique, la protection du bâti et la santé, bien sûr, publique, la santé des occupants dans le secteur résidentiel, tertiaire, neuf comme existant. Donc voilà le contexte, si on peut dire. Et nous voulons nous appuyer sur 3 facteurs clés que l'on considère être nécessaires au soutien de la croissance du marché. D'abord, la qualité de fabrication des produits et le contrôle technique des installations. Ensuite, le développement de la maintenance, comme Roland Bouquet en a parlé, la maintenance spécialisée mais régulière également. Et puis, l'évolution des qualifications, la montée en compétences professionnelles. Voilà le cadre dans lequel nous voulons agir pour nous donner des perspectives de croissance. Et les diapos suivantes, si on veut bien les passer, vont nous donner quelques visions sur cet aspect économique. Bon. Merci. C'est les inconvénients du direct, mais on s'adapte. Merci Hugues. Voilà, donc vous les recevrez. Alors je les lis, ce que vous allez recevoir. Donc tout d'abord sur le marché du résidentiel individuel, donc les VMC individuels, 850 000 appareils sont mis sur le marché par les fabricants. Ce sont des chiffres produits par Eniclimat et je sais que dans quelques jours, Jean-Paul nous recevra pour annoncer les chiffres de l'année 2020. Là, ce sont des chiffres 2019. Une croissance de marché moyenne, 3,5% par rapport à l'époque 2018. Une répartition de marché se faisant, c'est une estimation entre le neuf, bien sûr, 20%, 170 000 unités, et la rénovation, 80%. 680 000 unités, ces chiffres-là, ces éléments-là peuvent être légèrement variables, mais ce sont les grandes masses. Ce qui représente à peu près 10 millions d'équipements aujourd'hui installés sur le parc. Un taux de remplacement moyennisé aux alentours de 5 à 7%. Et nous l'avons vu tout à l'heure, d'ailleurs, dans le résumé de Roland Bouquet, un tiers seulement du parc, dans le domaine de l'individuel, est entretenu régulièrement. Ça veut dire que 2 tiers ne l'est pas, ou pas du tout. Notre objectif, somme toute, par un travail par le développement de l'entretien régulier, par la rénovation du parc, c'est de faire évoluer ce taux de remplacement. C'est assez simple, en fait, mathématiquement. L'idée, c'est de passer de 5-7%, dont j'ai parlé juste avant, à 8-9%. Eh bien, ce passage-là, ce passage de 5 à 9% représente 150 à 200 000 machines de plus par an. Bon, ce qui a fait une progression de 20%. Alors, évidemment, ça semble important, mais c'est possible dans la mesure où le gisement actuel du marché, c'est-à-dire le parc, est là, il existe bien et il est effectivement insuffisamment entretenu. Donc c'est un objectif ambitieux, mais en tout cas, c'est un objectif réaliste et qui, et on va le comprendre, va servir l'ensemble de la filière. Dans le domaine du collectif et du tertiaire, là on est en présence de caissons de ventilation, caissons collectifs, on décompte aux alentours de 115 000 appareils vendus, encore une fois en 2019, et ça représentait à cette époque-là une progression de l'ordre de 3% par rapport à l'année précédente. C'est pareil, une répartition en 9 rénovations, 23 000 dans le neuf et 92 000 en réno. Un parc estimé, là également, à 1,2 million de caissons de ventilation dans le collectif résidentiel et tertiaire. Un taux de remplacement de même ordre, à peu près aux alentours de 5 à 7%. Là, pour le coup, une maintenance qui est plus régulière dans la mesure où, très souvent, les équipements de ventilation font quand même l'objet de contrats d'entretien type P2 et sont quand même plus souvent visités. Malgré tout, nous considérons avoir un objectif dans la systématisation de l'entretien et la rénovation du parc également. Et là également, on peut se donner comme perspective une croissance de l'ordre de
un taux de remplacement de l'ordre de 8 à 9%. Et bien ça, cette croissance de taux, ça représente 10 000 appareils de plus par an, ce qui représente à peu près 10%. Donc voilà les ambitions que nous nous fixons. On comprend bien à travers de cela qu'à la fois, bon, les fabricants, bien sûr, devraient produire, devraient mettre sur le marché un plus grand nombre d'appareils, mais l'ensemble de la filière, la distribution que je représente, et l'ensemble des entreprises d'installation et de maintenance devraient trouver dans ce cadre-là une croissance d'activité qui leur serait bénéfique. Voilà. On se retrouvera bien sûr, on va suivre ensemble ces évolutions de marché, mais en tout cas, dès le début, nous nous fixons un objectif. Merci. Merci Jean-Pascal. Nous avons en ligne trois invités. Jean-Luc Fugit, député et président du Conseil national de l'air, également Marjolaine Meunier-Millefert, députée également, et Claire Pitola, qui ont accepté de réagir dans le cadre du lancement de l'Association française de la ventilation. Ils sont connectés à distance, bien sûr, donc, et comme on est un peu en avance sur notre timing, finalement, contre toute attente, on va demander à monsieur Jean-Luc Fugit de bien vouloir prendre la parole. Alors, pour ce faire, je ne sais pas si vous avez entendu des consignes tout à l'heure, parce qu'il y a un petit problème de gestion de micro. Est-ce que vous pouvez demander la parole à travers le système de la main verte? Vous levez la main et puis on va vous ouvrir le micro pour que vous puissiez alors, je pense, parler. je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Jean-Luc Fugit. Voilà. On Est-ce vous que voit vous à l'écran. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on vous ouvre le micro. C'est fait. A priori, on ne vous entend pas. Et là, est-ce que si je... Vous ouvrez votre micro aussi, de votre côté, me dit-on. Alors, pourtant, je l'ai ouvert. Mon Mon micro est ouvert. Alors, je veux bien mettre un mot sur la discussion. Je ne sais pas s'il y a un chat ou pas pour parler. Écoutez... Un problème technique. Ah. Tu entends que je parle, hein? Est-ce que vous pouvez essayer de débrancher votre écouteur si vous nous entendez et puis de parler directement par le micro de l'ordinateur? Est-ce que là, vous m'entendez? Prends la parole, Anne, pour parler justement. On va voir avec la régie. La régie, regarde si les haut-parleurs en salle sont bien connectés parce qu'on n'entend pas. Moi, je ne les entends pas du coup. Ah, ça a coupé. Désolé, hein, c'est le... Est-ce que vous m'entendez là maintenant ou pas? On entend. Violaine nous fait signe qu'on entend. Ah, parce que moi je vous entends. Alors moi je vous entends, donc je ne sais pas si vous voulez que je prenne la parole maintenant, mais est-ce que tout le monde m'entend? C'est la question. Bon, on va essayer de régler le problème technique. Je vous entends très bien. Est-ce que c'est uniquement avec monsieur Fugit qui a un problème ou est-ce que c'est avec tout le monde? Est-ce que Violaine, par exemple, tu peux demander la main pour voir si... Oui, la question c'est de savoir si tout le monde m'entend. Écoutez, nous sommes désolés, le technicien arrive, donc on va essayer de régler le problème. Oui. Il y a un message. Oui. On vous entend. Merci Frédéric. La question c'est de savoir si tout le monde m'entend. Ah voilà, le son est venu. On t'entend, Jean-Luc. Donc je peux commencer, c'est ça? Allez-y, s'il vous plaît, oui, pardon. Bon. Alors si vous m'entendez, mais je vais commencer. Non? J'ai l'impression qu'il y a un problème technique à nouveau, non? C'est revenu, je peux y aller alors du coup, c'est bon pour tout le monde? Non? Ah, excusez-nous, on a reperdu le son, donc je pense que ça va se régler, hein, le technicien. Alors, je suis disponible jusqu'à 15h30, donc
Mon agenda s'est un petit peu modifié, donc du coup, je vais pouvoir... Ça y est, vous êtes à l'antenne, je dirais. Alors, si je suis à l'antenne comme entend, je veux bien commencer. Alors, déjà, je voulais évidemment vous remercier pour l'invitation, ça va de soi. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis député du Rhône, ça vous l'avez déjà dit. Je suis de métier de formation docteur ingénieur en chimie et spécialiste de pollution de l'air par mes activités d'ancien chercheur que j'ai eu et de doctorat que j'ai eu donc avant de devenir parlementaire. Et c'est juste pour dire que si je préside le Conseil national de l'air, j'ai la prétention de penser que c'est tout à fait par hasard. Et je le préside de manière tout à fait bénévole. Donc je le précise aussi, ce qui est toujours intéressant de le faire dans l'action publique. Donc voilà, je suis aussi vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont le président est Cédric Villani. Donc je suis vice-président côté Assemblée nationale, puisque cet office regroupe 18 sénateurs et 18 députés. Donc, nous sommes sur tous les sujets qui sont à la fois science et politique, je dirais, et étant membre de la Commission de développement durable, comme ma collègue Colette Milfer qui va intervenir juste après, c'est une commission où aucun des sujets que nous traitons n'est purement politique, on va le dire certains, ce sont des sujets à la fois techniques et politiques, et on ne peut pas choisir entre les deux, c'est évidemment les deux qui sont toujours ensemble. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, sincèrement, moi, je me réjouis de l'initiative de la création de l'Association française de la ventilation. Cette démarche qui consiste à organiser la profession autour d'un sujet finalement important, c'est la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. J'ai d'ailleurs une suggestion là immédiatement à vous faire pour éviter d'oublier de la faire. Donc, c'est de penser à associer. Je pense que vous avez pensé la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, c'est-à-dire la FIMEA, qui est d'ailleurs membre du Conseil national de l'air et très active aussi sur ce sujet. Je voulais rappeler rapidement que le Conseil national de l'air regroupe tous les acteurs, que ce soit que les collectivités, les services d'État, les associations environnementales, de France Nature Environnement, des scientifiques, et donc deux parlementaires ensemble, et le monde agricole, le monde de l'industrie, enfin tous les acteurs. Et nous traitons aussi bien les questions de l'air extérieur et de l'air intérieur. Ce sont aussi des questions que je porte moi à l'Assemblée nationale, donc dans le cadre de la loi mobilité dont j'étais rapporteur, dans le cadre de la future loi de climat et résilience, climat, au sein du groupe d'études sur la santé et l'environnement, donc c'est un sujet très large, transverse. Donc ce sont des sujets, l'air intérieur et l'air extérieur, que je porte depuis des mandats. C'est extrêmement important. Le Conseil national de l'air, c'est vraiment un lieu unique de débat, de production d'avis, de propositions, tant sur la surveillance, sur la protection. Et je ferai d'ailleurs, au février, avec votre accord, un petit mot sur la création de votre association. Et je crois qu'on vous invitera à venir échanger de manière différente. On verra comment on travaille ça dans le temps. On a besoin de travailler ensemble. Alors pourquoi c'est un sujet important? C'est parce qu'évidemment, ça touche la santé. C'est pris en compte, je dirais, peut-être un peu tard, un peu en décalage par rapport aux enjeux climatiques. Vous savez très bien qu'on est dans une société où on aime bien mettre les choses dans des cases. On privilégie toujours la question climatique du CO2 par rapport à la question du polluant que nous respirons. Et pour moi, il ne faut pas faire l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un ou l'autre. Ça paraît assez évident. C'était un de mes combats quand j'étais rapporteur de la loi mobilité, ça n'a pas toujours été fait, mais c'est quelque chose que je vais maintenir notamment dans le projet de loi. Et aujourd'hui, on peut avoir des effets antagonistes quand vous avez rappelé toutes les mesures qui vont dans le bon sens, tout ce qui est la rénovation des bâtiments, notamment les bâtiments publics et particuliers, etc. Ça c'est très bien, mais il faut faire attention aux éventuels effets antagonistes qu'on pourrait avoir et qui pourraient conduire à une détérioration de la qualité de l'air intérieur. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais beaucoup poussé pour que dans le MaPrimeRénov', on puisse tenir compte évidemment de la remise en état des systèmes de ventilation. C'est pour moi tout aussi important que l'amélioration évidemment de la consommation énergétique des bâtiments. Ce coût sanitaire de la pollution de l'air intérieur, on le connaît tous, hein, on connaît ce fameux rapport donc, qui évalue à 100 milliards d'euros donc, le coût annuel donc, de la pollution de l'air, dont 20 milliards à peu près donc, pour la partie
partie air intérieur. Et aujourd'hui, on sait que c'est sur à peu près les 50 000 donc, décès accélérés que nous pouvons avoir donc, en France chaque année en raison de la pollution de l'air. En fait, il y en a 20 000, c'est plutôt donc, lié à la qualité de l'air intérieur. C'est une estimation grosso modo, bien entendu, c'est un phénomène d'accumulation. Il n'y a pas d'un côté l'air intérieur et de l'autre côté l'air extérieur. Mais l'air intérieur, c'est évidemment important puisque dans nos modes de vie occidentaux, nous passons 80-90% de notre temps en milieu fermé finalement, et même si ce n'est pas dans des conditions de confinement particuliers, bien entendu. Moi, je remarque aussi que la législation sur la qualité de l'air intérieur, elle est quand même, mériterait d'être un petit peu musclée, hein, ça me paraît assez évident. Il commence à émerger sérieusement ces sujets. L'aspect préventif est un petit peu occulté par les aspects curatifs, hein, je crois qu'il faut l'avouer. Les certifications existantes, donc, c'est aussi sur les épurateurs d'air, par exemple, donc c'est intéressant, mais c'est des coûts très élevés pour l'obtention de cette certification. Ça conduit à ce qu'aucun fabricant aujourd'hui ne se lance vraiment. Et de plus, cette certification, elle est plutôt orientée sur le marché domestique plutôt que professionnel. Et donc, cette norme, elle est française et non européenne. Et donc, il y a sûrement là des sujets que moi, je pointe comme étant des sujets à travailler. Je voulais dire que, ensuite, moi, je voulais vous dire que deux ou trois choses sur le fait que dans les actions que j'ai pu conduire sur le sujet, avec mon équipe, bien entendu, au Conseil national de l'air ou en tant que membre aussi du CNTE, parce que je suis aussi membre du Conseil national de la transition écologique, on a des échanges donc, extrêmement importants, donc des avis que nous rendons au Conseil national de l'air, y compris sur ce sujet. Notamment, j'ai demandé, moi, ce qu'il y ait une évaluation de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc en 2018. Je ne l'ai pas demandé pour embêter, je l'ai demandé tout simplement parce que je voulais savoir où nous en étions de ce sujet. On a créé un Observatoire de la qualité de l'air intérieur en 2001 et ces moyennes n'ont pas franchement évolué depuis près de 20 ans. Il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. Sur le PNSE 4, donc le fameux Mon environnement, ma santé, on a des actions et il y a des actions, comme vous le savez, et le 18 novembre dernier, au Conseil national, on a pu travailler la question. Et la ministre Barbara Pompili étant avec nous ce jour-là, on lui a depuis adressé un certain nombre de recommandations qu'on avait discutées devant elle. Donc, on nous a précisé et en décembre, donc, j'ai lui adressé un certain nombre de commentaires, je dirais, sur le PNSE 4 et notamment le fait qu'on approuve le lancement, par exemple, de la nouvelle campagne donc, nationale logement, ainsi que les annonces sur la formation ou l'intégration de critères sur l'aération et la ventilation dans le DPE. On attire l'attention sur la nécessité de prévoir une maintenance des dispositifs de ventilation. Vous voyez, on l'a écrit concrètement. Hein, voilà, ce que le Conseil national de l'air demande, ce que vraiment on prévoit cette maintenance. On soutient l'idée de renforcer l'étiquetage des produits relatifs à leurs émissions dans l'air, bien entendu. On soutient l'idée d'intégrer des critères de santé en lien avec la qualité de l'air intérieur dans la commande publique. Et on approuve l'évolution de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui reçoivent du public. Un courrier aussi, une note de travail, pas un courrier pour dire j'écris, à Bruno Le Maire, au ministre Emmanuel Vargon, pardon, donc sur la nécessité d'accélérer sur la rénovation des bâtiments, mais toujours en tenant compte de la question donc de la ventilation. Et puis, repenser aussi la formation initiale et continue pour faire émerger les nouveaux métiers comme celui de ventiliste. Ça, c'est un sujet sur lequel, à mon avis, alors ça, c'est aussi l'ancien vice-président d'université que je suis en charge des questions d'insertion professionnelle, d'orientation et de réussite étudiante. Je travaille beaucoup sur les maquettes pédagogiques, je crée des diplômes et fais évoluer les choses. J'ai dirigé une fac au passage et de sciences en l'occurrence. Comme je dis, je suis un scientifique. Et donc, sur les métiers, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Moi, je suis prêt à vous aider si vous le souhaitez, bien entendu. Au niveau du Conseil national de la transition écologique, on a aussi beaucoup travaillé sur la stratégie. Vous avez prévenu que vous étiez intarissable sur le sujet. Voilà, je vais conclure. Voilà, au CNTE, on a aussi souhaité, moi j'ai souhaité donc dans l'avis du CNTE sur la stratégie nationale de la rénovation des bâtiments, j'ai souhaité inclure des considérations sur la problématique de la qualité de l'air et de la ventilation, donc toujours sur la qualité de l'air intérieur, et inclure aussi la notion de garantie de résultat. À nouveau, je suis revenu sur les métiers de ventiliste, et aussi j'ai intégré l'idée d'incitation financière via par exemple les C2E sur la qualité de l'air intérieur
Donc voilà, il reste encore du chemin à faire. Vous créez cette association et c'est très bien. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire en plus, mais sachez que pour moi, l'idée, c'est que on ait un objectif qui soit celui d'obtenir des bâtiments peu énergivores, ça c'est clair. C'est bien pour le portefeuille de l'usager, de celui qui habite dans le logement, c'est bon pour le climat, c'est-à-dire qu'on réduit la facture CO2 en réduisant la facture énergétique, mais il faut aussi que ces bâtiments soient confortables, c'est-à-dire aussi bien et sains, aussi bien en termes de bruit, de qualité de l'air. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je me réjouis sincèrement de la création de votre association. Je suis prêt à travailler avec vous et vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je porte ces sujets de qualité de l'intérieur à l'Assemblée nationale comme au Conseil national de l'air. Donc, je suis tout à fait à votre écoute. Et maintenant, je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup. Bien, nous allons donner la parole peut-être à Claire Pitola. Si vous nous entendez, vous pouvez... Oui, donc vous faites signe oui déjà. Après, on va voir pour le son. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la main verte sur le système? Il y aura une petite main et activer votre micro. Non, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il faudrait que vous activiez votre micro. De notre côté, c'est... Ah non. Ah, on ne vous entend pas. Il faudrait que vous activiez votre micro de votre côté. C'est fait. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Ah. Je vous propose peut-être qu'on essaye de passer la parole à Marjolaine Meunier-Villefert et puis de régler, le temps de régler ce problème technique. Vous essayez de vous connecter et puis vous prenez la parole quand vous êtes connecté pour nous faire signe que c'est bon de notre côté. Normalement, c'est bon aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, on vous entend. Là, c'est Marjolaine Meunier, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous avez activé votre micro, c'est ça? Oui, j'ai activé mon micro. Pour donner la bonne recette, parce que voilà, on n'est pas des pros de la... C'est notre première à tout niveau. Donc, Eh bien, félicitations, parce que c'est pas si mal. Et honnêtement, c'est une organisation extrêmement compliquée quand même. Moi, je peux vous en dire pour en avoir fait quand même un certain nombre. Et bravo pour l'initiative. Et puis surtout, merci d'avoir comme ça maintenu l'événement, parce que finalement, c'était un cadre qui n'était pas simple. Et du coup, je trouve que c'était vraiment très important que vous le mainteniez, y compris dans ce format adapté. Donc, merci pour ça. Je voulais merci dire... beaucoup. On va vous donner la parole tout de suite et puis on essaiera bien sûr de reprendre Claire Pitola tout de suite derrière en espérant avoir réglé les problèmes. C'est à vous. Bah, ok, au top. Bah, je voulais d'abord remercier tout le monde, remercier le nouveau président, Pascal Housset. Je suis très contente de le retrouver à ce poste-là. Ça va alourdir encore un petit peu ses journées, mais, mais j'ai toute foi dans le fait qu'il saura porter tout ça de pleine énergie comme d'habitude. Saluer l'ensemble des 7 organisations qui composent votre association au démarrage, même si pour le coup, j'ai seulement pu apercevoir Jean-Pascal Chira dans sa présentation, mais je ne vous vois pas très très bien les uns et les autres. Donc voilà, je vous salue globalement sans pouvoir vous nommer personnellement. Et puis, je voulais aussi évidemment remercier mes collègues d'être là, leur dire bonjour et en fait vous dire que c'est surtout eux, les 2 experts sur cette thématique-là, que moi je suis là en toute amitié, mais que concrètement avec Claire Pitola et Jean-Luc Fugit, vous avez vraiment le meilleur du meilleur du meilleur sur le sujet de la qualité de l'air, que ce soit intérieur ou extérieur. Et que donc pour les sujets vraiment techniques et complexes, c'est plutôt vers eux qu'il faudra vous tourner, mais vous avez bien sûr mon plein soutien. Et je voulais vous dire peut-être pour démarrer par un petit clin d'œil, par une citation de Churchill qui dit « Nous façonnons nos bâtiments, puis ce sont nos bâtiments qui nous façonnent ». Et donc, effectivement, aujourd'hui, on s'en rend bien compte, pendant la crise du Covid, comme ça, enfermés dans nos bâtiments toute la journée. On passait déjà 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments avant le Covid, mais là, on est passé à 100%. Donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on y passait quand même beaucoup de temps. Et on se rend compte que la qualité de l'air qu'on respire toute la journée, évidemment, elle est essentielle. Et on le sait aussi, c'est un sujet qui est mal traité. Ah, je vous ai tous perdus, j'espère que vous êtes toujours là. Bon. On vous entend toujours, hein, pas de problème, c'est l'écran qui a changé. D'accord, pardon.
Donc oui, je disais, c'est un sujet qu'on sait qui est maltraité d'une certaine façon, puisque même les rapports de l'ADEME le montrent. Les ménages ont le réflexe de commencer par l'isolation, puis ils oublient la ventilation. Moi, je suis mariée à un menuisier, et je peux vous dire que quand on change ces menuiseries, les gens vous demandent de boucher les arrivées d'air, parce que c'est pas bon dans leur tête d'avoir des trous dans les fenêtres qu'ils viennent d'installer. Enfin, il y a quand même quelque chose qu'on a à faire collectivement pour faire en sorte que ce sujet de la ventilation soit mieux compris, mieux perçu, mieux véhiculé, et qu'effectivement, il y a encore énormément de travail pour le faire. On sait aussi que ça joue un rôle essentiel, hein, en même temps qu'on est en train de travailler. Et j'avoue que je ne peux pas bien rebondir sur les propos de Jean-Luc parce que je l'entendais assez mal. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, on a des travaux, j'ai peur de faire des redites, c'est pour ça que je vous dis ça, on fait des travaux sur la rénovation énergétique, c'est très, très clairement. Donc évidemment, on a cette logique de il faut isoler, mais dans le même temps qu'on isole, il ne faut pas qu'on rende nos boîtes, nos bâtiments comme des boîtes hermétiques dans lesquelles finalement on étoufferait à l'intérieur de l'air qu'on respire, parce que ce serait la fausse bonne idée. Donc là-dessus, évidemment, on a besoin de votre collectif. Très, très clairement, on a besoin de votre collectif et il se crée au bon moment, à un moment où on a des attentes sur le sujet, mais où finalement l'information est morcelée probablement à trop d'endroits. Et donc, moi, j'ai très bon espoir que finalement, par votre organisation, on puisse enfin faire progresser de manière plus solide, plus consolidée ce sujet-là. Et à ce moment-là, je peux vous dire sans aucun doute que vous serez entendu, notamment par les parlementaires que nous sommes. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais un grand merci pour votre travail. On en a souvent parlé et je sais votre investissement. Donc, merci beaucoup. Et merci Marjolaine Meunier-Milfer. Donc on va retourner vers Claire Pitola en espérant qu'on arrive à établir la connexion. Est-ce que vous nous entendez? Vous, oui, mais nous, toujours pas. Ah. Bon, je ne sais pas. A priori, c'est votre micro, le micro de votre PC, de votre ordinateur qu'il faut... Alors j'imagine que vous l'avez activé, oui, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, Marjolaine. Est-ce qu'on peut redonner la parole à... Parce qu'en fait, c'est ce que je vous propose, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'ai dû, Claire, appuyer plein de fois sur mon bouton allumer le son, et en fait, il me revient un message comme quoi, en fait, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de chez vous, en fait, hein, vous bloquez le micro et que du coup, vous ne l'ouvrez pas. Et en fait, moi, j'ai cliqué plusieurs fois sur ignorer le message, jusqu'à ce que finalement ça marche. Donc, je suggère à Claire de faire la même chose, de demander frénétiquement la parole avec le micro et ignorer le message de refus qui te revient, si ça peut marcher. Elle essaye. C'est une démarche extrêmement scientifique et technique, et on va la tester tout de suite pour vous. Ah bah moi, je vois rien de tel que les sciences expérimentales. Ah. Est-ce que vous pouvez essayer? Apparemment, ça a l'air de marcher. Allô, vous m'entendez? On vous entend, super. Ah, c'est parfait. Merci. Voilà. Bravo, Marjolaine. Les sciences expérimentales sont à l'honneur. Eh bien, c'est à vous, alors, sans transition. Bah, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci vraiment de votre invitation. Je commence par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et donc avec cette nouvelle création de fédération. On est fin janvier, il est encore temps. Merci à mes collègues pour leurs propos et pour l'amitié voilà, avec laquelle on travaille, on avance. Donc on est vraiment très complémentaires hein, entre Jean-Luc qui est du côté de la commission développement durable, donc qui va agir beaucoup plus sur la partie rénovation. Moi, je suis aux affaires sociales et donc je vais agir beaucoup plus sur la santé. Et Marjolaine, elle pousse sur le plan rénovation des bâtiments pour qu'elle nous soutient énormément pour que ce qu'on propose sur la ventilation soit intégré le plus rapidement possible au futur code de construction. Donc, on est tous les trois présents et très motivés sur le sujet. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Claire Pitola, je suis députée des Bouches-du-Rhône et donc pour travailler sur ces sujets-là, moi j'ai créé un groupe d'études à l'Assemblée qui s'appelle Groupe d'études Air et Santé et qui vise à mobiliser toujours d'autres parlementaires parce qu'une fois qu'on a quelques experts qui arrivent à échanger avec les acteurs de terrain, il faut ensuite qu'on ait des votes
dans l'hémicycle, donc il faut aussi qu'on sensibilise nos collègues. Donc c'est la vocation de ce groupe d'études. Et pourquoi j'ai voulu pousser ces sujets-là et échanger déjà avec un certain nombre d'entre vous, et pourquoi je suis ravie aujourd'hui que cette fédération voit le jour, c'est parce qu'on est convaincus, donc là tous les nos trois parlementaires, on est convaincus qu'il faut faire évoluer nos normes pour une meilleure prise en compte donc, de la qualité de l'air intérieur, du fait des nombreux chiffres que vous avez cités et qui ne font plus aucun doute. Mais on a besoin d'une fédération et d'un rassemblement des acteurs pour que cette construction des nouvelles normes puisse se faire avec vous en concertation. Et c'est important qu'on puisse avoir des interlocuteurs représentatifs et que ces nouvelles normes, elles soient réalisables pour vous et qu'elles donnent la plus grande satisfaction aux citoyens, aux utilisateurs. On a besoin de cette fédération aussi pour développer des acteurs de proximité plus visibles. Parce que sur le territoire, quand on voit des chantiers, quand on voit des réaménagements, des rénovations, bien souvent on a de la difficulté à trouver des acteurs de la ventilation qui puissent vraiment intervenir. Sur des plus gros chantiers, par exemple sur de la rénovation des écoles, il y a vraiment sur Marseille, il y a des gros sujets sur le bâti des écoles. J'ai encore Atmosud qui m'a sollicité en disant attention, la qualité de l'air intérieur dans les écoles n'est toujours pas dans les dossiers de rénovation de ces écoles, donc il faut vraiment qu'on mobilise des acteurs. Et sur le territoire, c'est pas toujours simple de trouver des acteurs visibles de la ventilation. Donc on a besoin de vous pour ça. On a besoin de vous aussi pour qu'il y ait une présence de ces acteurs-là tout au long de la vie des bâtiments, parce que vous l'avez dit, la maintenance est essentielle. Il ne s'agit pas de livrer un bâtiment et ensuite qu'il n'y ait plus aucune ventilation, plus aucun renouvellement d'air. Donc c'est vraiment important que vous soyez présents tout au long de la vie des bâtiments. Et enfin, on a besoin de vous pour donner de l'information aux occupants, pour qu'ils soient pleinement acteurs de la qualité de l'air dans leur bâtiment. Parce que le bâtiment va vivre avec eux. Marjolaine a donné cette citation très intéressante. Donc, ils vont avoir besoin de capteurs, par exemple. Vous êtes nombreux à développer des capteurs sur la qualité de l'air intérieur. Pourquoi pas ouvrir le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et l'orienter vers un diagnostic de performance santé environnementale ou santé du bâtiment. Ce sont des choses qui sont étudiées par Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui nous a dit, lors d'une commission d'enquête où on s'est encore mobilisé énormément sur ces sujets-là, qui nous a dit réfléchir à cet élargissement et à vraiment vouloir intégrer de façon beaucoup plus visible dans les différentes transactions liées au logement cette question de qualité de l'air et d'efficience de la ventilation. Donc tout ça pour quelle grande mission? Mais pour que vous puissiez vraiment mettre en avant le bâtiment favorable à la santé et le bâtiment source d'égalité pour les citoyens vis-à-vis de leur santé. Ça c'est essentiel, la crise nous rappelle ça encore une fois. Les périodes de confinement nous ont rappelé que nous n'étions pas tous égaux face au confinement et c'est essentiel, vous faites partie de ces acteurs qui pourraient redonner une égalité des chances face à ça. Enfin, cette crise sanitaire, elle nous rappelle encore une fois que ce besoin de respirer, dans les différents chiffres, en tout cas, qui ont été cités, il y en a un aussi qui est intéressant, qui dit que les infections causées par des virus respiratoires représentent près de 80% des infections contractées dans les espaces clos. Donc on a vraiment besoin d'augmenter ces débits d'air, de vérifier comment ils fonctionnent, de voir s'il y a des filtres à rajouter ou d'autres types, bien sûr, ce sont vous les experts. Vous êtes les experts, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme innovation pour vraiment, dans le futur, on sait qu'on aura plus de virus, donc pour améliorer cette vie en société avec ces nouvelles formes de médecine qui arrivent ou d'affection qui arrivent. Et enfin, pourquoi on a besoin de vous? Parce que aujourd'hui, on a ce chiffre de 56% des VMC qui sont non conformes. On a des tas de chiffres qui arrivent sur les niveaux de défaillance des ventilations sur les logements neufs. Tout ça, c'est chiffré par le CSTB.
Et on a vraiment besoin qu'il y ait un groupement pour que ces chiffres baissent, parce qu'il n'y a pas de raison. Et il n'y a que parce qu'il y aura une meilleure prise en compte de vos métiers que ça baissera. Donc merci d'être présent avec nous pour qu'on fasse en sorte que ça évolue. On a grand besoin de votre mobilisation pour mettre votre filière au cœur du bien-être des quotidiens des Français. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Claire Pitola. Merci à tous les trois. Nous allons passer aux questions, à la phase des questions. Ce que je propose, alors on a reçu une question sur le mail de l'association. Je vais commencer par celle-ci. Et puis on demandera peut-être à Guilain Echasseriot de la FEDEN de bien vouloir y répondre. C'est comptez-vous demander une modification des débits d'air des VMC qui n'ont pas été modifiés depuis la création de la réglementation? Les débits exigés actuellement vous semblent-ils adaptés aux usages? Alors, on va peut-être demander à Fernando Ramos, alors du SNEFCA, de bien vouloir répondre à cette question. Alors, je répète la question. Je répète que la première partie. Comptez-vous demander une modification des débits d'air des VMC qui n'ont pas été modifiés depuis la création de la réglementation? Autrement dit, comment on fait évoluer la réglementation? Oui, alors bon, c'est un sujet sur lequel moi personnellement j'ai pas spécialement réfléchi. On en parle souvent. Donc moi, Fernando Ramos, je représente donc le SNEFCA. Donc, qui d'ailleurs, je vais ajouter que le SNEFCA est très heureux par le biais de sa commission conditionnement de l'air, que je préside, d'avoir participé activement en tant que membre fondateur à cette nouvelle association de référence en matière de qualité d'air intérieur et de promotion de nos métiers de la ventilation. Le SNEFCA représente tous les acteurs majeurs de la filière au travers de ses 1200 adhérents. Toutes les compétences en installation et en maintenance, aussi bien dans le domaine du conditionnement de l'air que dans le froid industriel et commercial, et également de la cuisine professionnelle. Les missions du SNEFCA sont principalement de défendre les intérêts des adhérents, bien sûr, de faire la promotion de nos métiers auprès des jeunes, d'accompagner les adhérents dans les domaines touchant la profession, notamment en les informant des évolutions des métiers, des changements réglementaires. Alors, pour répondre à la question, oui, bien sûr, c'est un sujet qui est complètement d'actualité, de modifier les débits d'air des installations de VMC et de les augmenter, de passer en tout air neuf. C'est des sujets de réflexion et en tout cas, c'est des sujets 100% d'actualité, bien sûr. Voilà. Alors, on avait une deuxième question. Du coup, je propose peut-être à Guilain d'y répondre. Alors, c'est en quoi, je vous la livre telle quelle, hein, en quoi consiste la vérification de la VMC dans les maisons conformes à la RE 2020? Donc, je ne sais pas. Aller au pupitre, alors, du coup, Guilain, peut-être. Et puis. Bonjour à tous. Je pense que ce sera une réponse collégiale pour laquelle je ferai appel aux compétences de Roland Bouquet, qui est beaucoup plus calé que moi sur le logement individuel. Je vais juste du coup vous dire quelques mots sur la FEDEN. Même si la RE20, j'entends bien, est un vrai sujet d'actualité, la FEDEN se joint volontiers à cette association et on a naturellement répondu présent. Elle représente les opérateurs de services énergétiques à la fois sur le logement individuel avec le SINASAV et puis également sur le logement collectif et les bâtiments tertiaires. Je vais juste profiter du fait d'avoir la parole pour signaler que cette performance de la qualité de l'air intérieur, la qualité de la ventilation, la performance de la ventilation, c'est un vrai sujet de maintenance dans le temps, dans le long terme. Une des réponses qui peut être apportée, notamment dans les bâtiments tertiaires, c'est le contrat de performance énergétique qui peut parfaitement intégrer des garanties réelles de performance de la qualité de l'air, de la ventilation. C'est notamment un sujet d'actualité dans les piscines. Et j'entends que Mme Pitola a souligné également que c'était un sujet dans les écoles auquel on peut répondre. Voilà, et d'autant plus que c'est un vrai sujet puisqu'on est en vraie crise sanitaire.
Voilà, sur les logements collectifs, la question sera peut-être posée. On a Claire Pitola qui veut prendre la parole, donc une réponse peut-être à apporter sur la question. Ah, ça y est, on vous a reperdu, je suis désolé. Ah, ça y est. En fait, j'ai levé la main simplement parce que j'avais perdu le micro, mais non, j'ai pas compris l'aspect sur les... On vous a autorisé hein, chez nous. Merci. Je coupe le micro et je lance comme ça. Je vous embête. C'est bon, c'est bon. On vous entend. Vous vouliez prendre la parole, je crois, madame. J'écoutais vos propos, j'avais levé la main juste parce que je n'arrivais plus à lancer le micro, mais c'était plus laisser parler la main. Désolée d'avoir votre réponse. Vraiment, sincèrement, excusez. Voilà, et je finissais juste pour dire que dans le logement collectif, là, c'est des domaines dans lesquels la ventilation, la qualité de l'air intérieur et la ventilation, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup moins la main. Ça fait peut-être d'ailleurs partie des problèmes à résoudre ou des enjeux sur lesquels il faut agir vis-à-vis des syndics ou des bailleurs sociaux, puisque souvent c'est des installations individuelles, on n'a pas forcément accès à la régulation. Voilà, ça fait partie aussi ou au bâti. Donc c'est là où il y a peut-être des sujets d'interface à traiter. Voilà, sur la partie RE 2020, est-ce que tu peux répondre? Merci Guilain. Donc, Roland, est-ce que tu peux répondre? Il faut que le bouton soit vert. Quand on appuie dessus. Oui. Oui, concernant la question, écoutez, sur la RE 2020, on attend de voir qu'est-ce qui va sortir pour l'obligation d'entretien des VMC. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les VMC existantes, aujourd'hui, on a une réglementation particulière depuis 1989 sur la VMC gaz. Donc évidemment, nous avons des chaudières gaz qui sont raccordées à de la VMC avec un 2 en 1. Et là, on a la fameuse visite quinquennale et annuelle qui est encadrée aujourd'hui par un texte. En revanche, sur les maisons individuelles, au niveau de la VMC sanitaire, nous n'avons rien, il n'y a aucune obligation. Et je crois qu'il y a tout à faire, justement, et c'est le rôle demain et le but de l'association. C'est vraiment de travailler là-dessus, sur les installations neuves, bien sûr, mais surtout les installations existantes. Jean-Paul Ouin d'Uniclimat va pouvoir vous apporter un élément de réponse. Alors, dans le cadre de RE 2020, il y a au moins un point où la ventilation a été évoquée. Une vieille demande. Le sujet a été évoqué d'ailleurs par Madame Claire Pitola tout à l'heure qui disait il y a 56% des installations neuves qui ne sont pas bonnes. Alors moi, je savais que c'était entre 50 et 60. Alors on a progressé, maintenant c'est 56, donc on est pile poil là où il faut. Mais c'est quand même lamentable. Et il est théoriquement prévu dans la RE 2020 une procédure de réception des installations de ventilation neuves. Alors ensuite, ça c'est le principe. Et il y a des travaux en cours pour avoir des modalités pratiques. Et là, il y a des travaux. Voilà. Vous dire précisément où ils en sont, j'en sais rien. Mais il y a un groupe de travail au niveau de la DHUP qui est sur cette problématique. Voilà. Mais le principe est acquis, c'est déjà ça. Merci Jean-Paul. On va prendre des questions des journalistes qui veulent bien se signaler par le petit système de la main verte. Vous levez la main et on vous ouvre le micro et puis après on espère que ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Alors Cyril Maury, on va lui donner la parole, oui. Cyril. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez et m'entendez. Oui, on t'entend. D'accord. J'avais une question un peu pratique. Concrètement, est-ce qu'il y a un budget qui est alloué à la sanitation? Est-ce que vous avez des actions déjà prévues, notamment en termes de communication? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, peut-être suivre ou vous inspirer de démarches qui ont bien fonctionné, je pense notamment à une association qui a quand même été assez efficace, en tout cas, sur les messages de la fête des pros et des grands publics.
Oui, Cyril, merci pour cette question. Bon, je voulais déjà aussi profiter quand même pour remercier la présence et les interventions de mesdames, messieurs les parlementaires. Un grand merci à votre participation active et à vos encouragements pour notre association. Pour répondre plus précisément à Cyril, de manière très pratico-pratique, on a fait effectivement le constat qui a été fait de ces problèmes de qualité d'installation. Donc on n'allait pas repartir d'une page blanche en sachant que, comme on dit dans nos métiers, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Simplement, on s'est inspiré de qu'est-ce qui fonctionne bien auprès de nos entreprises, auprès des acteurs dans la construction et la rénovation des bâtiments. Donc on a pris l'exemple de ce qu'on a fait depuis 30 ans dans le gaz. On était parti il y a 30 ans en arrière, oui, ça fait déjà un petit moment que je suis dans le métier, d'un constat qu'effectivement, là aussi, il y avait des problématiques, c'était des problématiques de sécurité pour le coup. Et en fait, aujourd'hui, si on prend le travail qui a été fait avec les organismes de qualification, de contrôle, Habitat Plus maintenant, on est arrivé sous un seuil inférieur à 5% d'anomalies au niveau national. Donc, on s'est dit qu'au final, on a un système qui fonctionne bien, des processus qui sont connus des entreprises, pour lesquels on a des résultats, et un fonctionnement où déjà nos organisations professionnelles et l'ensemble de la filière travaillent ensemble. Donc l'idée de départ, c'était de se dire l'objectif qu'on se donne, et j'ai bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure Madame la députée Pitela, c'est la qualité d'air intérieur pour tous. Donc il faut qu'on arrive à ce résultat avec des installations à niveau, avec du bon matériel bien installé. Donc notre objectif n'est pas d'inventer le métier de ventiliste, parce qu'il existe déjà depuis longtemps, mais le principe est le suivant, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait acte de mettre en œuvre une installation de ventilation, que ce soit une entreprise de plomberie chauffage, soit un électricien ou parfois les plaquistes dans le neuf qu'on retrouve, l'entreprise qui fait cet acte-là doit le faire de bonne manière, avec les bons produits, les bonnes solutions techniques et surtout avec une valorisation de son travail au juste prix. Parce que je tiens à le signaler, bien souvent, le lot ventilation dans les chantiers, petits ou grands, est un peu le curseur financier des valorisations de chantiers, et que ce soit pour des chantiers privés ou publics. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre trop fréquemment et ce qui nous sont remontés par les entreprises qui font justement cet acte de mise en œuvre. Donc, remise en valeur de ces installations, un processus de contrôle, et ça on y travaille effectivement de manière à avoir un suivi qualité des réalisations en fin de travaux, un meilleur aussi suivi en termes de rénovation dans les bâtiments, de remplacement des équipements. On pourrait imaginer un certain nombre de pistes là aussi que nous sommes en train de travailler. Donc là, nous venons de lancer l'association. Donc nous avons des actions. La première action était déjà de se regrouper. Donc ça, c'était déjà un vrai challenge. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des acteurs qui sont avec nous aujourd'hui, parce que il y a une vraie volonté, je dirais comme une famille, la famille du bâtiment, la famille de la bonne mise en œuvre, des savoir-faire. Et c'est aussi quelque chose qui sera, en ces temps incertains, pourvoyeur aussi d'emploi, de formation. Donc c'est quelque chose que nous sommes aussi dans cette dynamique-là, puisqu'il y a fort à faire, il y a du travail dans ce domaine. Donc la première action était de se regrouper, nous l'avons fait. Maintenant, nous avons un plan d'action qui va se faire dans la durée. Nous souhaitons bien évidemment travailler avec vous, mesdames, messieurs les parlementaires, pour pouvoir aussi revoir les réglementations et arriver avec des objectifs de résultats qui soient performants et aux attentes effectivement des réalisations qui seront faites aussi bien dans le neuf qu'en rénovation. Voilà. Donc je ne sais pas si Cyril ça répond un petit peu. Alors sur le budget, concernant les budgets, donc en fait on a des adhésions qui sont auprès de l'association. Donc comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Paul, donc on n'est pas sectaire, c'est ouvert. Il y aura un certain nombre d'acteurs avec lesquels nous allons travailler qui pourront aussi amener des budgets. On espère aussi obtenir des budgets pour la formation, aussi bien la formation des jeunes, c'est important, il faut qu'on puisse former nos jeunes, pour ça on a besoin de budget. Il faut qu'on puisse former les entreprises, les techniciens qui sont déjà des acteurs
qui mettent en œuvre, qui réalisent des chantiers, mais il faut qu'on puisse former aussi ces techniciens. Donc là aussi, ça nécessite des budgets, des possibilités de former et de travailler en ce sens. Merci Pascal. On a 2 questions à venir. Donc Bernard Rintaud qui voulait poser une question, qui a levé la main. Bernard, est-ce que tu arrives à te connecter? On t'a donné l'autorisation, a priori. Est-ce que tu nous entends? Nous ne t'entendons pas pour l'instant. Bon, je propose une autre question en attendant une autre question. Ah, Pierre Lemercier, là, qui vient de se signaler. Donc, Pierre Lemercier qui pose une question. Pierre? Vous m'entendez? Oui, on entend. Oui, bonjour. On t'entend bien. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez prévu de vous rapprocher d'une association européenne, si elle existe, et plus largement au niveau international, où il y a eu pas mal de communication de fait. Alors pour l'instant, nous sommes évidemment concentrés déjà sur ce qui se passe sur notre territoire national. Bien évidemment, comme pour beaucoup de sujets dans le bâtiment, que ce soit énergétique ou environnemental, on observe ce qui se pratique également en Europe et au niveau international. Mais là, nous avons déjà un travail de fond à faire d'un point de vue national. Et puis, encore une fois, avec un œil averti de ce qui se passe en dehors de nos frontières, bien évidemment. D'accord, merci. Donc on va retourner vers Bernard Rintaud si ça veut bien fonctionner. Est-ce que tu peux relever la main, Bernard? Ah, Cyril Maury souhaite... Alors voilà, Bernard, allez, on essaye. Est-ce que ça marche? On ne t'entend pas, Bernard. Il faut ouvrir le micro et puis ne pas hésiter à passer, à ignorer le message s'il y en a un qui ne veut pas te donner la parole. Bon, si ça ne fonctionne pas, on va retourner vers un journaliste, Cyril Maury, qui a une deuxième question à poser. Après, il y a Pierre Creveillet, qui est plutôt un industriel. On va donner la priorité aux questions des journalistes dans un premier temps. Donc, Cyril. Voilà, oui, tu as la parole. Je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci parce que je n'avais pas de deuxième question. Mais bon, je vais quand même en poser une. Merci. En revenant un peu aux priorités, par rapport à la RE 2020, donc il y a un début de prise en compte de la ventilation, une réflexion donc sur une nouvelle réglementation, ce que disait Madame Pitola sur le conditionnement d'air. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du label un peu supérieur à la RE 2020, vous pouvez du coup enfin avoir une action concrète avec vraiment un seuil qui pourrait guider un peu toutes les rénovations et tous les travaux à venir? Ce qu'on peut dire à ça, c'est que jusqu'à présent, on a, dans le cadre de la construction des bâtiments, on a souvent axé la ventilation et fait le lien, à juste titre, avec la performance énergétique du bâtiment. C'est sous cet angle-là que souvent ça a été pris, avec un renouvellement d'air sanitaire pour éviter des pathologies dues à l'humidité dans les pièces d'eau, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, au vu des pathologies qu'on rencontre dans les bâtiments, ça ne suffit plus. On ne peut pas simplement se concentrer là-dessus. Et ce qui est vrai dans le neuf est vrai dans la rénovation, mais si on parle de RE 2020, c'est pour le neuf. Donc là, il faut qu'on aille au-delà et qu'il faut qu'on ait un raisonnement vraiment justement qualité d'air intérieur. Donc il faut qu'on aille au-delà. Et donc une précision aussi par Jean-Paul qui pourra apporter quelques éléments complémentaires sur ce sujet. Voilà, oui, sur RE 2020, directement en l'état du texte, il n'y a que la question de la réception des installations qui est prévue. En revanche, pour en avoir parlé assez longuement avec Philippe Pelletier, qui est sur la balle et qui participe au CSC2E, etc., il est prévu des labels qui viendront derrière. L'étape 1 des labels, très probablement, sera des anticipations sur les seuils qui sont dans la RE 2020, donc qui feront aller plus vite que la RE 2020. Et dans le deuxième temps, les labels se consacreront à des nouveaux sujets. Et dans les 2
nouveaux sujets que Philippe Pelletier souhaite promouvoir. Il y en a un, c'est une approche économie circulaire, et l'autre, c'est qualité de l'air intérieur. Alors, comment il va attraper le problème, je ne sais pas, mais on sait que Philippe Pelletier est particulièrement habile, donc il va trouver l'extrémité pour attraper le problème, et il va le traiter, je n'ai aucun doute là-dessus, mais ça arrivera dans les labels dans un premier temps. Merci Jean-Paul. Bien, je vais lire la question de Pierre Cruveillé là, qui l'a envoyée également par écrit. Quand on sait que la ventilation est trop peu embarquée en rénovation, ne faudrait-il pas rendre obligatoire au niveau de la réglementation le fait de regarder cette question lors de la réhabilitation des bâtiments? Et c'est une question qui s'adressait aux parlementaires notamment, peut-être aux membres fondateurs également. Est-ce que parmi les parlementaires, quelqu'un veut répondre? Marjolaine pourrait peut-être nous donner un éclairage sur ce sujet, si tu nous entends, Marjolaine. Alors on te voit, je pense que tu nous entends, mais je sais... Pendant ce temps-là, j'invite les journalistes à se signaler qui ont encore des questions à lever la main verte, et puis ou à envoyer vos questions sur l'adresse mail, puisqu'on a des petits soucis de son là, sur l'adresse mail de l'association secrétariat@afventilation.fr. Merci. Bon, on n'arrive pas... Non. Ouais. Est-ce que vous pouvez lever la main, Claire? Marjolaine Ménifère, pardon. Ça devrait fonctionner. Le micro a été réouvert, Marjolaine. Ah oui, fantastique. Ça y est, on t'entend. C'est rocambolesque. Simplement, vraiment, c'est pas grave. J'imagine des gens qui sont en panique dans les coulisses là, mais rassurez-vous, ça nous arrive tout le temps. Ouais, ici, ça court partout. Ouais, c'est compliqué. C'est la période qui veut ça. On est en train de s'adapter à un nouveau monde, il faut le voir comme ça. Ça. En fait, je répondrai avec grand plaisir à ce que vous voulez, mais j'ai pas entendu la question. On va laisser Hugues te répéter la question. Alors, je répète la question. Quand on sait que la ventilation est trop peu embarquée en rénovation, ne faudrait-il pas rendre obligatoire au niveau de la réglementation le fait de regarder cette question lors de la réhabilitation des bâtiments? Rendre obligatoire la réhabilitation de la ventilation en rénovation, en bref. Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'avais réfléchi à un moment donné la manière dont on pourrait, si vous pouviez juste du coup couper le retour son du plateau là, parce que du coup je m'entends parler, c'est, je sais pas si, fantastique. Et donc je disais, j'y ai pensé à un moment donné en me disant, on avait sur les menuiseries, je vous l'ai dit comme ça par anecdote, mais c'est un vrai sujet en fait. Quand on installe des menuiseries, c'est quand même un acte qui est un des plus, c'est une des premières réactions intellectuelles des Français, c'est de se dire j'ai un problème dans mon logement, il faut que je change mes fenêtres. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même très installé. Ça tient à la capacité de communication des industriels qui ont leur réseau de communication, qui font de la pub télé aussi et qui du coup qu'ils communiquent très bien. Moi, je m'étais posé la question de comment on pouvait embarquer la ventilation sur les menuiseries en mettant peut-être, par exemple, une forme de prime à des entrées d'air vraiment qualitatives, parce qu'on sait qu'elles peuvent être de différentes qualités. Et ce serait peut-être une manière, du coup, d'en parler. En fait, ça n'aurait pas forcément un effet extraordinaire en termes de gens qui diraient « Ok, je prends l'option de l'entrée d'air qui est subventionnée, qui est du coup plus qualitative d'un point de vue environnemental. Peut-être que ça ne ferait pas basculer les marchés. » Mais qu'en revanche, du coup, ça amènerait tous les gens qui vendent des fenêtres concrètement à parler de la qualité de l'air. Et s'il y avait un dispositif de ce type-là, peut-être que ça pourrait embarquer un peu massivement. Parce que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on fait pour aller finalement faire de l'éducation dans toutes les maisons, en fait. Et aujourd'hui, parmi ceux qui rentrent dans les maisons, voilà, il y a ceux qui changent les fenêtres, il y a ceux qui viennent réparer la chaudière, il y a ceux qui... voilà. Et du coup, c'est par ces biais-là, je pense qu'il faut embarquer les sujets et qu'en fait, qu'on trouve des moyens de créer des intérêts qui aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des moyens comme un artisan ait intérêt à parler de son collègue. Ce qui aujourd'hui est franchement pas un réflexe, on va dire. Voilà une proposition.
Merci. Claire Pitola, vous voulez répondre également, je crois. Je veux Si on bien. arrive à se connecter. Ah, super. Super, ça y est, le micro est ouvert. Oui, simplement, je peux intervenir aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marjolaine, dans le sens où il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fluide entre les différents acteurs. En fait, il faut arriver à avoir un chantier de façon plus globale. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la ventilation n'est pas prise en compte. On ne prend pas en compte le fait que les milieux doivent respirer. Pour les rénovations, bien sûr, dans le secteur particulier. Après, c'est un peu différent suivant si on est sur des grands bâtiments, sur le secteur professionnel, mais de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans des documents de chantier pour avoir vraiment un lot ventilation explicite avec des exigences, avec vraiment des notions d'efficacité. Faut vraiment avoir des gens aguerris en face de soi. Et donc, je crois que il y a quelque chose de réglementaire, c'est évident, à changer, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'organisation des chantiers à modifier pour qu'il y ait cette fluidité dont parlait Marjolaine et qu'il y ait une prise en compte globale des besoins d'un lieu, qu'on fasse l'ensemble des souhaits des occupants, l'air, les nuisances sonores, les différents liens avec les autres bâtiments autour. Enfin, on doit avoir des démarches de plus en plus globales et donc ça nécessite une organisation beaucoup plus, qui intègre toutes les dimensions du bâtiment au niveau de la réalisation du projet. Voilà. Je vous remercie pour votre. Merci Madame la députée pour vos propos. Effectivement, nous avons, et je parle sous contrôle de mes collègues, nous avons une vraie démarche en ce sens. C'est-à-dire qu'on voit bien que le marché de la rénovation tend vers de la rénovation globale pour arriver aux performances attendues. Et pour ce faire, donc on va bien évidemment, et ça c'est le rôle de nos organisations professionnelles, pouvoir mettre un peu des modes opératoires à nos artisans, à nos entreprises pour aller en ce sens. Mais je laisserai Jean-Claude en parler aussi par rapport à son organisation professionnelle et aux artisans. Simplement, je voulais spécifier également qu'il y a des pistes, c'est-à-dire j'ai entendu tout à l'heure parler du DPE, puisque c'est un vrai sujet actuellement, l'enfant du DPE. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne piste, hein, ça a été indiqué tout à l'heure. Lorsqu'il y a une maison, un bien qui est revendu, on donne l'indication à l'acquéreur du diagnostic de performance énergétique de sa maison. Il serait intéressant dans ce diagnostic que le volet ventilation, qualité d'air intérieur fasse également partie, puisqu'il y a un lien quand même intime avec la performance énergétique, on le conçoit bien. Donc ça, c'est une des pistes. Et puis, il y en a une autre que là aussi, sans inventer l'eau chaude, on a un outil qu'on est en train de déployer qui s'appelle l'étiquette chaudière pour le remplacement des équipements thermiques. Eh bien, demain, on pourrait très bien imaginer une étiquette ventilation, c'est-à-dire avoir la même démarche, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une rénovation d'habitation, on ait un petit document qui permet de déterminer l'étiquette performance de la ventilation existante, c'est-à-dire en fonction de l'âge du bâtiment, l'année de l'installation, le typologie d'installation, simple flux ou double flux, de pouvoir y mettre un niveau, de pouvoir cranter ce niveau d'installation. Ça fonctionne plutôt bien pour les équipements thermiques, même si ça a été lancé seulement depuis 2020, donc c'est assez récent. On a quand même déjà des résultats assez probants, donc on pourrait imaginer ce même type de démarche, étiquette ventilation pour les installations existantes. Donc déjà deux pistes très factuelles, avec des outils, j'ai envie de dire là aussi, déjà connus à la fois par les professionnels, mais aussi par le grand public, hein, parce que le DPE, c'est quelque chose que le grand public connaît bien lorsqu'il y a une acquisition d'habitation, ou même du locatif également, c'est important de le dire. Voilà. Donc je vais laisser Jean-Claude, si tu veux bien, nous dire un petit peu au niveau de ton relation professionnelle, au niveau de la cohérence des artisans sur la rénovation. Je sais que tu connais parfaitement bien le sujet, donc si tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît. On aura une question d'un journaliste encore à venir derrière. Christophe Lavergne.
Oui, alors on a bien vu que la difficulté dans la ventilation, tout à l'heure j'ai entendu le mot de ventiliste, c'est pas l'affaire que d'un métier, c'est l'affaire de plusieurs activités. Marjolaine l'a bien dit, mon mari il est menuisier, il y a les entraîneurs, donc il y a le travail du menuisier, il y a le travail du plaquiste qui doit respecter ce que le plombier et l'électricien ont mis en place, il y a etc. C'est toute une gestion d'interface qui est très importante. Et effectivement, notre association, l'association française de ventilation, justement, a réuni tous les acteurs du bâtiment pour prendre en compte toutes ces gestions d'interface, ces gestions de métier par métier, et plutôt de faire une harmonie entre les diverses activités qu'il y a sur un bâtiment, afin que la finalité, je me répète, c'est de faire des installations qui soient efficaces pour un rendu de l'air intérieur digne de ce nom, quoi. La qualité de l'air digne de ce nom. Merci Jean-Claude. Je vous lis la question de Christophe Lavergne, de la revue L'Installateur. Une reconnaissance du métier de ventiliste, entre guillemets, en tant que tel, ou du lot ventilation, encore entre guillemets, à part entière, est-elle au programme? Alors, le programme de la ventilation, je crois qu'on l'a interprété. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre association. Je dirais, aujourd'hui, on est en train de couler les fondations. Demain, on va se réunir pour commencer à monter les parpaings, et dans quelques mois, on vous présentera ce qu'on a pensé vraiment, tout ce qui est quand on arrivera à la ventilation. Donc aujourd'hui, pour dire tout ce qu'on va mettre en place dès à présent, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas le but de cette réunion. Cette réunion, c'est pour vous présenter, c'est pour vous dire qu'il y a un groupement d'acteurs de la filière du bâtiment qui se réunit, qui a fait une association et qui va travailler tous autour d'une table. Et là, on va réfléchir. Bien entendu, tout ce qui a été dit aujourd'hui, ça va être sur la table. On va travailler. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir peut-être des divergences de points de vue. On va justement, on est là, un bon ami pour justement enlever ces divergences, mais on va travailler dans un seul but. Pascal Housset l'a dit, on va essayer de faire comme on a fait dans le gaz, d'arriver à ce qu'il y ait le moins en moins d'anomalies, je vais l'appeler comme ça, sur les chantiers, en ce qui concerne la ventilation et la qualité de l'air. Bon, je sais très bien que je n'ai pas répondu à la question, mais c'est ma réponse. Donc Christophe, vous pouvez répéter la question. Est-ce que je peux peut-être... donc on prend rendez-vous dans quelques mois. Enfin, en tout cas, la réponse, c'est monter en compétence des professionnels, bien sûr, sur les sujets de la ventilation. Et puis, on en reparle quand on aura avancé davantage sur le sujet. Tout à fait. Mais toutes ces interrogations, ces questions, je dirais, seront mis, bien entendu, sur la table et discutées entre tous les acteurs de l'association. Est-ce qu'on a encore des questions des journalistes? Est-ce que je peux peut-être... je ne sais pas si vous m'entendez. A priori, Marjolaine Méniville-Fer voudrait peut-être prendre la parole. En tout cas, le micro est ouvert. On n'a pas bien compris si vous souhaitiez la parole ou... Oui, est-ce que vous m'entendez? Alors, le micro est ouvert. Normalement, c'est à vous de jouer. Nickel. Bonne chance. Ouais, c'est bon. Génial. En fait, déjà, peut-être qu'effectivement, c'est vrai que pour le lancement d'une association, les passer au grill pour savoir tout ce qu'ils vont faire tout de suite, ça montre l'impatience qu'on peut avoir sur ces sujets. Mais effectivement, c'est un exercice difficile. Moi, je vais peut-être juste rebondir, et ça montre qu'il y a du débat, y compris parlementaire. Moi, sur le DPE, j'aurais un point d'alerte, c'est de me dire qu'on a déjà un DPE qui est multifactoriel dans sa construction, quelque part. Et à un moment donné, ce qui peut m'inquiéter, c'est que quand c'est multifactoriel, on ne sait plus ce que ça représente, une étiquette. Et typiquement, on le voit bien en ce moment avec la transformation du DPE. Typiquement, au début, dans la tête des gens, le DPE, c'est savoir si l'enveloppe est performante ou pas, si elle retient ou si elle ne retient pas la chaleur dans la tête des gens. Et quand on change le coefficient énergie primaire, énergie finale à l'intérieur de la construction du calcul du DPE, et ben tout d'un coup, on avait 8 millions de passoires thermiques et puis finalement, on n'en a plus que 4,5. Et donc ça pose des questions de ces multicritères à l'intérieur d'un même outil, en fait. Et je ne conteste pas le fait que peut-être que ce qui était auparavant considéré comme une passoire thermique n'en est pas forcément une, ou pas plus peut-être qu'une autre qui était chauffée au gaz.
Mais ça dit qu'en fait, entre ce qui est l'attente des gens par rapport à un diagnostic de performance énergétique, eh ben, le fait d'intégrer trop de sous-dossiers à l'intérieur, ça peut du coup devenir illisible et du coup de le rendre finalement compliqué la gouvernance des politiques publiques qui y sont associées. Donc, moi, je serais à mon petit niveau plutôt prudente sur l'intégration d'encore de nouveaux critères à l'intérieur du DPE et peut-être plutôt favorable à la deuxième option qui était l'idée d'une étiquette attachée, pourquoi pas à la ventilation. Voilà, c'était une petite réflexion. Ah, et puis j'en avais une autre sur le fait qu'aujourd'hui, quelque part des fragilités, on le voit bien du sujet de la ventilation, c'est qu'en fait, elle se trouve presque au carrefour de plein de sujets. Et donc, du coup, elle est un petit peu à chaque fois, c'est presque le bout du territoire pour chacun des acteurs. Et en même temps, du coup, peut-être dans un moment où on doit, je pense, décloisonner à nouveau les sujets du bâtiment, peut-être que ce rôle central de rôle d'interfacier presque pourra du coup être extrêmement intéressant parce que ce sera un rôle de passerelle finalement entre, vous voyez, au lieu d'être le corner ou le bout du coin d'un des acteurs, bah, finalement ça devient celui qui connecte différents acteurs entre eux et c'est peut-être extrêmement utile dans la période plus coopérative, collaborative qu'on va retrouver sur le secteur du bâtiment dans les années à venir. Oui, Marjolaine, merci pour ces propos. Donc, du coup, comme tu me tends une perche, je suis obligé de rebondir sur le nouveau DPE tel qu'il sera imaginé. Moi, ces 4 millions de maisons qui étaient des passoires thermiques qui, d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, ne le sont plus. J'avoue que ça me surprend un peu et ça nous surprend. Je pense qu'on est bon nombre à avoir ce même raisonnement. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, sur ces maisons-là, même si en facial, sur leur DPE, ça semble bien, la couverture du livre paraît bien. Par contre, la consommation énergétique, par contre, elle sera toujours bien la même pour le consommateur final. Et là, ces maisons-là, ça sera peut-être les premières où on aura plutôt intérêt à aller voir la ventilation, parce que ce dont on parle, c'est quand même de maisons chauffées avec des convecteurs électriques principalement, donc on est bien d'accord sur le sujet. Et là, je peux vous assurer qu'une ventilation qui ne fonctionne pas bien dans une maison chauffée électriquement, les pathologies, je crois qu'on les connaît tous, les problèmes de moisissure et autres. Donc, au final, ce DPE, ça sera peut-être malgré, même si ce n'est pas sur le papier, un indicateur majeur, en tout cas pour flécher là où nos entreprises pourront aller voir. Et je voulais, si Hugues m'en laisse le temps, parce qu'il me regarde avec ses grands yeux, donc je fais attention de ne pas me faire disputer. Pour ça que j'ai préféré prendre la parole surtout à la fin pour ne pas perturber le bon déroulement et le timing surtout. Je voulais donner un complément à Christophe Lavergne tout à l'heure en complément des propos de Jean-Claude Recurel. C'est que on est tout à fait en accord à l'association pour ne pas, et j'insiste là-dessus, on ne va pas inventer un métier de ventiliste qui existe déjà. Ça fait plus de 30 ans que le métier existe. C'est une appellation qui est surtout reconnu, vu en tout cas, sur les installations tertiaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, plus vulgairement, les gaineux, c'est-à-dire les entreprises qui font des très grosses installations tertiaires, ce sont plutôt des gens ultra spécialisés ventilistes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher les artisans, et c'est bien ce que je parle sous contrôle de Jean-Claude, ce qui nous intéresse, c'est les artisans, quel que soit leur métier à l'origine, mais j'ai bien insisté sur le fait de l'entreprise, l'artisan, l'entreprise qui fait acte de mettre en œuvre de la ventilation. Voilà, c'est pas un ventiliste, c'est une entreprise à un moment donné dans une rénovation, dans une construction neuve qui fait cet acte-là. Et on voit qu'il y a différents acteurs, et c'est toute la problématique de fond. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit sur un chantier qui fait la ventilation, un coup c'est le plombier chauffagiste, un coup c'est l'électricien, un coup c'est un plaquiste, et puis un coup on ne sait pas trop. Donc là, c'est ça qu'il faut arriver à réguler, à améliorer, et c'est là-dessus qu'on veut faire. Parce que les entreprises finalement qui font des très grosses installations tertiaires et qui ne font que ça, c'est leur métier, il n'y a pas d'autres prestations, j'irais, en dehors de ça, ils savent faire. Effectivement, ce sont des gaineux, des ventilistes qui ne font que ça. Nous, c'est pas l'objectif. La majeure partie des installations dont on parle, c'est des installations, ce qu'on appelle en diffus ou en habitat collectif. C'est là où est la vraie source de problématique. Voilà. Donc, c'était important de préciser ces choses-là pour que la communication qui va être faite des objectifs de l'association
soit bien dans ce sens. Et je voudrais quand même juste refaire un point rapidement sur la formation. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour qu'on réussisse, il faut former les gens. Il n'est pas question d'aller réinventer des qualifications qui existent déjà aussi, puisqu'on a déjà un certain nombre de qualifications des entreprises qui existent et qui sont utilisées. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on forme mieux nos jeunes, c'est-à-dire que les diplômes aujourd'hui des jeunes qu'on forme en génie climatique, que le lot ventilation, ça soit pas juste quelques pages de leur classeur, qui soient en bac pro, qui soient en BTS ou autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient vraiment, nous ce qu'on demande, c'est qu'ils aient une formation spécifique sur la mise en œuvre, mais aussi qu'ils aient une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est que la qualité d'air intérieur. Parce que finalement, c'est ça qu'il faut arriver à faire passer comme message, c'est que celui qui fait cet acte de mise en œuvre, qui comprenne la finalité, c'est quoi? C'est pas juste de poser des gaines ou des bouches, mais au final, on attend quoi? Et puis, dans la formation, et là je parle sous contrôle du CINASAF, c'est la formation pour la maintenance. Parce qu'on voit bien que là, il y a un challenge énorme au niveau de la maintenance. Aujourd'hui, c'est totalement insuffisant, voire bien souvent inexistant. Et là, il y a une vraie problématique de fond. Donc là, il faut qu'on forme des gens, il faut qu'on embauche des gens pour le faire. Donc c'est vrai pour des programmes pour les jeunes, mais c'est vrai aussi dans ce qu'on appelle, nous, les CQP, dans le cadre de la formation continue. Il faut qu'on continue à former des techniciens, qu'ils aient des cursus qui soient adaptés, qui soient appréhendables par les chefs d'entreprise et qui puissent former et sensibiliser aussi leurs techniciens sur ces sujets-là. Il est là, ça fait partie des objectifs et comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, ça fait partie des chantiers, des travaux que nous allons faire, mais il va falloir du temps pour ça et en parlant de temps, je pense qu'il faut que peut-être il y a d'autres questions. Non, justement, on n'a plus de questions par mail, on n'a plus de mains levées, a priori, pas de nouvelles mains levées. Très bien. Donc, je pense qu'on a plus de questions. Alors, avant que tu dises un mot de conclusion, pardon, je voudrais dire aux journalistes que bien sûr, nous leur enverrons le communiqué de presse dans la foulée à tous les journalistes qui participaient à cette réunion aujourd'hui. La présentation également en format PDF. Et puis, on vous réserve cette petite exclue. On communiquera, on diffusera, nous, plus largement ces informations-là à partir de vendredi. Voilà. Donc, une petite prime à la présence aujourd'hui. Merci. À toi la parole pour conclure. Très bien. En tout cas, je vous remercie les uns et les autres de votre présence sur les écrans et quelques personnes également en présentiel. Toute l'équipe, faut vraiment, et je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, et donc on est là pour continuer à répondre à vos questions les uns les autres. Donc s'il y a des journalistes qui souhaitent effectivement avoir je dirais des compléments d'informations, des questions autres, on reste à disposition. Et comme vous l'avez bien compris, vu qu'on est une équipe, donc on trouvera toujours un de nous en tout cas pour se prêter au jeu des questions-réponses et nous sommes en cohérence, en tout cas sachez-le. C'est que nous sommes en cohérence sur la démarche que nous allons avoir. On a une vraie volonté de groupe pour avancer en ce sens et la QAI, c'est tellement quelque chose, la qualité à l'intérieur, c'est quelque chose de tellement important qui nous concerne tous et toutes. On se doit d'aller dans le même sens. Voilà. Et encore un grand merci à tout le monde et merci, mesdames, messieurs les parlementaires, de votre bienveillance et de votre écoute et de vos réactions. Bye. Au revoir.